tous les dimanches, 1h, 2h. Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu qui sera essentiellement consacrée au dossier des élections. Nous sommes pratiquement à 2 semaines de la tenue de ce scrutin. Nos invités, le professeur Fritz Dorvilliers qui va analyser le programme des 4 principaux candidats à la présidence de la République. Le professeur Auguste Desmaisons qui fera des commentaires sur le déroulement de la campagne électorale. Et le professeur Georges Michel qui sera interrogé sur la question de la reconstitution de l'armée, un thème un peu absent dans le cadre de cette campagne électorale. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Alors, professeur Fritz Dorvilliers, vous avez travaillé, vous avez lu un peu les programmes des différents candidats à la présidence de la République. Bonsoir et bienvenue à notre émission Enjeu. Bonsoir Rothschild, c'est un plaisir d'être à l'émission. Donc vous avez pu analyser les programmes qui vous ont été soumis. Parlez-nous en gros comment vous avez pu effectuer ce travail, professeur Dorvilliers. Oui, c'est l'OCID, l'observatoire qu'on connaît très bien dans le pays, qui travaille sur la question de la démocratie, l'institutionnalisation de la démocratie. Donc l'année dernière, à la suite du sondage de Bride, les dirigeants ont décidé d'analyser 10 programmes, des 10 premiers au classement, dans le classement de ce sondage-là. Donc on a choisi les 10 premiers, on a choisi d'analyser leurs programmes, mais il y en avait qui n'avaient pas de programme écrit, formel. Donc on a lu ce qui a été écrit sur eux dans les journaux, les entretiens qu'ils ont donnés, leur site web, leurs entrevues, etc., etc. Donc on a analysé ces programmes-là. Mais le fait est que l'élection a été annulée, on n'a pas pu publier le programme, l'analyse. Cette année, avec la reprise des élections, c'est qu'il y a 5 candidats dont on a analysé leur programme, donc qui sont encore en liste. Donc on a refait l'expérience, l'analyse, on a analysé les programmes qui sont actualisés. Il y a 2 programmes déjà d'actualisés, le programme de Jules Célestin et le programme de Moïse Jean-Charles. Donc l'analyse porte sur actuellement 4 programmes, le programme de Jovenel Moïse, le programme de Jules Célestin, le programme de Jean Risséan et le programme, il y a quelqu'un d'autre de Jules Célestin, Jovenel Moïse, Jean Risséan et Jean-Charles Moïse. Alors, si l'on parle par exemple du programme de Jean-Charles Moïse, vous avez décelé quoi, professeur Dorvilliers? Moi, je peux dire en général avant tout que la plupart des programmes sont de beaux programmes. Donc on voit que ces politiciens-là, ces concurrents-là sont bien entourés, qu'ils connaissent très bien les difficultés du pays. Ce sont de bons diagnostics qui sont faits dans ces programmes-là. Et les propositions pour tous les programmes, les propositions sont correctes, sont larges, abordent ce qu'on appelle les préoccupations du peuple haïtien. Donc par rapport à ces problèmes, ces difficultés, la question de l'économie, la question de l'agriculture, la question de la santé, la question de l'éducation. Tous les programmes abordent cela. Mais chacun de ces programmes-là a ses spécificités, évidemment, étant donné la ligne idéologique des concurrents. On peut voir que dans la plupart de ces programmes-là, l'accent est beaucoup mis sur l'économie, sur la production nationale, sur les investissements, sur les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, sur l'éducation, sur la santé. L'accent est mis aussi sur la réforme de l'État, mais en ce qui concerne le programme de Moïse Jean-Charles, il a une dimension beaucoup plus spécifique dans la mesure où il met l'accent sur l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas une économie trop évidemment axée sur le profit, sur l'entreprise purement privée, mais il met un accent en particulier sur la redistribution de la richesse, sur l'intervention de l'État dans l'économie, sur l'encadrement de l'économie là, en vue, dit-il, dans ce programme, de la distribution des richesses, de la diminution de l'exclusion sociale, donc de la participation évidemment du peuple. Il met aussi beaucoup l'accent sur la question de la souveraineté nationale par rapport à ce qu'il appelle
la question de l'autodétermination de la nation. Mais dans les autres programmes, on trouve ces éléments-là. Mais par rapport, par exemple, dans le programme de Jovenel Moïse, on trouve l'élément très économique. Mais lui, il dit c'est par le biais de cela qu'on va, par le biais des entreprises, notamment d'exportation, qu'on réduira la dépendance. Mais ce n'est pas une réduction directe de cela, une participation directe de l'économie. Tout aussi bien dans le programme de Jules Célestin, ce n'est pas véritablement le rôle de l'État, voit-on dans le programme, d'intervenir directement dans l'économie, mais l'État va faciliter l'intervention, l'État va donner des conditions pour que la richesse soit créée dans l'économie nationale. Il en va de même pour le programme de Jean-Henri Seillant, où il met beaucoup l'accent sur la dimension macroéconomique, où il saisit cette dimension-là, où il apporte, il fait des propositions pertinentes et claires sur la question du redressement économique du pays. Alors, est-ce que, par exemple, ces candidats, ils disent clairement, ils savent qu'ils vont puiser les moyens pour mettre en œuvre ces différents programmes? Mais c'est ça le point faible de la plupart de ces candidats-là, de ces concurrents-là. Par exemple, dans le programme de Jules Célestin, il y a quand même des éléments chiffrés, il y a quand même l'élément financier, il y a une partie qui est consacrée à l'élément financier, de même dans le programme de Jovenel Moïse, et dans le programme de Jean Issian, dans le programme de Moïse Jean-Charles. Mais le fait est que les programmes sont tellement chargés, sont tellement lourds, il y a tellement de priorités, il y a tellement d'éléments en termes de projets, c'est qu'on se demande comment ils vont faire pour pouvoir financer tout ça, parce que d'autant plus que l'élément faible de ces programmes-là, la politique fiscale n'est pas précise, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire, quel type d'impôts, quel type de dispositifs fiscaux qu'on va mettre en place pour pouvoir financer. C'est un point faible, c'est que on dit qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, mais on ne voit pas comment on va financer tous ces éléments-là. Donc, pour vous, c'est la faiblesse relevée au niveau de ces programmes. C'est une faiblesse importante parce que tout simplement, on peut dire qu'on va faire 36 000 choses, mais trouver les moyens, prévoir des moyens pour le faire, c'en est une autre. Mais ils ont dit qu'ils vont trouver des moyens. Mais le problème, c'est que moi, je pense que ces propositions de financement ne sont pas trop sincères parce que les programmes, le pays a tellement de problèmes, ils font tellement de propositions, c'est que ce qu'ils proposent, ils n'auront pas effectivement, objectivement les moyens de les financer. Donc, il faut qu'ils aient des priorités. Il faut qu'ils considèrent des éléments comme étant des éléments de priorité. À ce moment-là, ils pourront les financer. Il faut qu'ils choisissent parmi tous ces éléments-là parce que on peut pas développer un pays en 5 ans. Il faut que les candidats le sachent. Le développement est un processus à moyen et long terme. On ne peut pas refaire le pays en 5 ans. Donc, il faut choisir les éléments sur lesquels on va mettre l'accent, des éléments qu'on va financer, et ce financement-là va entraîner d'autres éléments, d'autres changements. Donc pour vous, ces candidats, professeur d'Orvilliers, doivent faire des choix spécifiques au niveau des différents projets qu'ils présentent à la population, parce que, comme vous le dites, c'est un quinquennat. Comment vous allez réaliser tout ça dans un quinquennat? Oui, évidemment, c'est un élément stratégique. Les programmes sont trop lourds, il y a trop de choses à faire. Il faut qu'ils fassent des choix. Pour ce faire, il faut qu'ils consultent la population. Il faut qu'ils demandent. C'est vrai, c'est le travail des experts, mais la population a des choix. Il y a des éléments sur lesquels on doit mettre l'accent. On ne peut pas tout refaire, d'autant plus que dans ces programmes-là, on trouve des éléments en termes de protection sociale, parce qu'on ne peut pas avoir de la protection sociale sans une croissance économique. Il faut quand même qu'il y ait de l'argent pour financer les logements sociaux, la santé, l'éducation. Il faut qu'il y ait aussi des mécanismes, en quelque sorte, en termes de ressources, de collecte de ressources, de production de ressources, financières pour pouvoir les financer. Dans ce sens-là, il faut que les candidats nous disent au peuple clairement: voici nos priorités. Nous savons que tout est prioritaire dans ce pays-là. Mais on ne peut pas tout faire en 5 ans. Voilà, j'ai 5 priorités, j'ai 6 priorités. Je vais mettre l'accent, le financement sur ces éléments-là. Nous devons attendre ça de ces concurrents au cours de ces élections-là. Alors, est-ce que au niveau de ces programmes, les candidats tablent beaucoup sur l'aide de la communauté internationale?
Non, parce que la plupart des candidats disent qu'ils, dépendamment chacun de ces candidats-là, il y en a qui sont beaucoup plus pragmatiques que d'autres, il y en a qui prônent une diplomatie réaliste et pragmatique, il y en a qui prônent une diplomatie alternative en termes de coopération sud-sud, il y en a qui disent, voilà, il faut qu'on soit réaliste, on va privilégier les partenaires traditionnels, tout en nouant des relations diplomatiques avec d'autres pays, notamment des pays de l'Amérique latine, des pays d'Afrique, mais en termes d'aide publique au développement, l'aide internationale au développement, la plupart des candidats disent voilà, nous allons tout faire pour pouvoir réduire cette aide-là parce que tout simplement cette aide nous place dans une situation de dépendance. Il faut diminuer la dépendance, donc il faut travailler, il faut créer de la richesse, il faut travailler au niveau national pour pouvoir réduire la force, on peut dire la dimension de l'aide internationale au développement parce que tout simplement en réduisant l'aide internationale au développement, on réduit aussi l'influence de la communauté internationale sur le pays. La plupart des candidats le disent, mais il y en a qui sont beaucoup plus révolutionnaires que d'autres. Comme par exemple Moïse Jean-Charles, par exemple Jean-Henri Séan, il prône une diplomatie, un rapport tout à fait relativement différent avec la communauté internationale, mais il y a aussi un élément de faiblesse dans ces programmes-là, c'est que le problème de la République dominicaine, qui se comporte en pays ennemi pratiquement par rapport à nous, les candidats sont très timides sur le dossier de la République dominicaine, donc on ne voit pas de réelle proposition pour les relations haïtiano-dominicaines dans ces programmes-là. Parce qu'effectivement, sur le plan diplomatique, au niveau de la coopération, on sait que la coopération internationale sud-sud, si vous voulez, on misait beaucoup sur le Venezuela. Donc, c'est une coopération en panne aujourd'hui, l'ALBA, etc. Donc, comment ils vont s'y prendre, ces candidats, pour gérer ces questions? Mais c'est là où il faut questionner certains éléments programmatiques, certains projets, certaines propositions programmatiques. C'est-à-dire que pour ceux qui misent sur la coopération sud-sud, il faut aussi analyser la sincérité, la portée de cette coopération-là. Est-ce que c'est encore possible comme il y a 10 ans de cela, parce qu'on sait très bien qu'il y a une crise, certes, l'économie mondiale n'est pas aussi en bonne forme, on sait que dans la plupart des pays du Sud, notamment en Amérique latine, il y a des changements, il y a un cap, il y a une forme de revirement qui est fait au niveau de l'Amérique latine, les pays d'Afrique, etc. Est-ce que ça les intéresse? La question de la coopération Sud-Sud dans ces programmes est présente, mais nous, la population, la société civile, doit se questionner pour se demander quelle est la coopération qui serait la plus apte à nous permettre d'avancer, de développer le pays. Mais le fait est que je crois que comme analyste, comme chercheur, que la coopération sud-sud est importante, mais on ne peut pas se baser seulement et simplement sur la coopération sud-sud pour pouvoir développer notre pays. Parce que quand même, nous avons des partenaires traditionnels. Ce sont des partenaires puissants, ce sont des partenaires riches, comme l'Union européenne, comme les États-Unis, comme le Canada, etc. Il y a un autre partenaire en route comme la Chine. Il faut que les candidats nous disent clairement, faire le distinguo clairement entre ce qu'ils vont trouver dans la coopération avec les partenaires internationaux traditionnels et avec les partenaires actuels, c'est-à-dire que les pays du Sud. Et les pays en développement, notamment ce qu'on appelle les BRICS. Il n'y a pas trop de propositions dans les programmes sur les BRICS. Évidemment, c'est-à-dire que les pays en développement, les pays émergents, puisque nous sommes dans un processus d'émergence, nous visons l'émergence, il faut que les candidats nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire avec les BRICS pour pouvoir aider le pays à se développer. Alors, concernant les BRICS, il faut dire que le Brésil est en panne aujourd'hui. Oui, le Brésil est en panne économique, le Brésil est même en panne politique, mais il y a d'autres pays, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la Russie, évidemment, il y a l'Afrique du Sud, il y en a quand même d'autres pays des BRICS, en quelque sorte. Le B est évidemment dans une situation pas trop favorable, mais il faut que les candidats fassent ces analyses-là pour nous dire voilà la situation, voilà quelle orientation ils vont donner à la coopération sud-sud, et ce, au profit, évidemment, du développement de notre pays. L'ordre public, vous avez remarqué quoi, d'essai quoi dans ces programmes des différents candidats que vous avez parcourus, professeur d'Orvilliers? La question de l'armée est-elle soulevée? Oui, la question de l'armée est soulevée par tous les candidats. Évidemment, on peut se demander est-ce qu'ils sont véritablement, s'ils étaient aussi nostalgiques de l'armée. Tous les candidats disent qu'ils vont remettre sur pied l'armée, mais sans, évidemment, ils disent qu'ils vont former des commissions présidentielles, mais la plupart de ces candidats-là disent qu'ils vont revenir avec l'armée parce que tout simplement nous devons être autonomes, nous devons être évidemment protégés. La question de l'insécurité, la question évidemment de la sécurité nationale externe et la question de la sécurité interne sont posées par tous les candidats. Mais la question centrale, ce qui se retrouve au cœur de chaque programme politique, c'est la question de l'armée. Elle est présente dans tous les programmes de ces 4 candidats-là, qu'on va revenir avec l'armée, mais personne ne nous dit comment est-ce qu'on va financer évidemment cette armée-là. Et la MINUSTAH?
La MINUSTA, dans tous les programmes aussi, on parle du départ de la MINUSTA, mais de manière évidemment ordonnée. Et c'est dans cette perspective-là qu'il prévoit de revenir, de remobiliser l'armée d'Haïti. Mais la question que la société civile doit se poser en termes de choix, est-ce qu'on va investir dans l'éducation, dans la santé, dans l'aide aux petites et moyennes entreprises, ou est-ce qu'on va véritablement payer une armée? Combien d'hommes on va avoir dans cette armée-là et de femmes on va avoir dans cette armée-là? Et pourquoi remobiliser l'armée? Donc, mais c'est dans la perspective de la souveraineté nationale, de la sécurité nationale. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait des priorités entre l'école, l'éducation, la santé, l'université et l'armée. Il faut que les candidats nous disent clairement quelles sont donc leurs priorités. Donc, en clair, l'intention est là, mais en termes sur le plan pratique, on se demande comment ils vont pouvoir... Évidemment, il y a des programmes où ça frise même la propagande, parce que quand même, c'est énorme. Donc, il faut qu'il y ait d'autres groupes de la société civile qui commencent à analyser les programmes pour pouvoir dire à ces candidats-là, voilà nos priorités. Tout ne peut pas être fait en 5 ans. Nous voulons que 1, 2, 3, 4, ces 4 éléments, ces 5 éléments-là soient faits, mais il revient à la société civile, aux groupes organisés, aux associations de la société civile de dire à ces candidats dans un dialogue, puisqu'il s'agit d'une démocratie participative, de dire à ces candidats-là, voilà nos priorités, il faut mettre l'accent sur ces éléments-là, on ne peut pas tout faire dans l'espace de 5 ans. Donc, selon vous, il faut que ces candidats consultent les groupes de la société civile dans le cadre de l'élaboration de ces programmes, voir un peu les priorités définies par la population. Je crois qu'ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas consulté véritablement systématiquement la population. Maintenant, c'est le moment de le faire, puisque les programmes sont dans l'espace public. La population va réagir, le peuple va réagir face à ces programmes-là. C'est à ce moment-là que l'interaction va commencer. Donc, les gens vont prendre connaissance du contenu, des contenus de ces programmes-là. À ce moment-là, il peut y avoir un aller-retour, une forme de dialogue entre la société civile et les hommes politiques sur les contenus de ces programmes-là et donc sur les priorités qu'il faut avoir pour le quinquennat à venir. Alors, comme chercheur, quels sont les conseils que vous pourriez peut-être prodiguer aux politiques à l'avenir dans le cadre de l'élaboration de ces programmes d'action gouvernementale? Ouais, première, on peut dire, chose que je peux dire, c'est de consulter, non pas, il faut pas seulement prendre des intellectuels, des experts pour imaginer des programmes, il faut aussi aller consulter la population pour pouvoir voir les besoins, les réels besoins, faire un travail empirique, voir les réels besoins, les priorités en termes de développement de ce pays-là, et aussi de ne pas mettre les mains au côté le pas qu'arriver, sinon ça frise la propagande, ça peut encore revenir à leur visage en quelque sorte, parce que tout simplement quand on fait des promesses, on ne peut pas tenir les promesses là, c'est un coup négatif pour la politique, parce que les gens ne vont plus avoir confiance dans la politique. Trop de promesses, pas de promesses du tout, c'est mauvais, mais trop de promesses, c'est tout aussi mauvais en quelque sorte. Donc, il faut quand même être réaliste, il faut être pragmatique, tout en voulant sauver, tout en voulant développer ce pays-là. Parce que tout simplement, ce n'est pas avec un document de l'écrit qu'on va sauver le pays, mais c'est avec des actions. Donc, il faut prioriser des pôles d'action, il faut prioriser, il faut chercher des moyens, il faut prévoir des moyens, prévoir pragmatiquement, pratiquement des moyens pour pouvoir financer ces actions-là. Alors pour terminer, professeur Fritz d'Orvilliers, vous avez suivi le débat l'autre jour? Oui, j'ai suivi très bien le débat, oui. Vos commentaires? Moi, je pense, contrairement à ce que disent les gens, c'était un bon débat. Bon, si on peut appeler ça un débat, parce qu'on ne peut pas faire ça autrement, parce que même avec 5 candidats, on ne peut pas faire des interactions, sinon ça aurait été une foire d'empoigne, comme on dit. Donc, peut-être le format n'est pas si mal que ça. C'est un format, on peut dire, pratique, pragmatique. En termes de contenu, la plupart tous les participants ont été à la hauteur. Hein. Il faut dire que du point de vue de la communication politique, du point de vue de la forme, du point de vue des contenus, on voit que les candidats maîtrisent leur sujet. Donc ils n'avaient pas eu trop de temps pour pouvoir développer, mais avec les réponses que les candidats ont données, moi j'ai bien suivi, je suis depuis très longtemps la scène politique, des éléments là. Moi je trouve que l'événement n'était pas si mauvais que ça, contrairement à ce qu'on dit. C'est même, il faut féliciter ce genre d'activité là, parce que ça traduit une modernisation de la vie politique haïtienne. Parce que des candidats qui discutent, on leur pose des questions, ils répondent avec fermeté, avec clarté. Évidemment, ils ne sont pas des experts universitaires.
Donc ce n'est pas un débat universitaire, il donne des réponses, les réponses sont acceptables. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec des réponses, mais on ne peut pas dire qu'ils sont bêtes. Tous les candidats ont été à la hauteur de l'exercice, donc on peut approfondir, ça participe de la modernisation en quelque sorte de la vie politique, de la scène politique haïtienne. Ces élections sont très importantes, tout le monde le dit, ces élections du 9 octobre prochain. Oui, je crois qu'on n'a pas le choix. C'est un carrefour, hein, c'est un carrefour qu'on doit traverser. Je crois qu'on va le traverser avec prudence, avec détermination, mais c'est important, il faut que ces élections aient lieu dans ce pays. Il y va évidemment de l'avenir de notre pays, il y va de la souveraineté de notre pays, il y va du développement économique de notre pays, il y va de l'avenir de la jeunesse de ce pays. Certes, la politique n'est pas le seul élément dans le processus de développement, mais il faut qu'il y ait des dirigeants, il faut qu'il y ait des dirigeants pour donner de l'orientation, pour encadrer l'ensemble des activités participant à un processus de développement. Il faut que ces élections aient lieu. Heureusement, on est dans le cadre d'un processus démocratique, d'une transition démocratique qui n'arrive pas encore à son terminus, mais le fait est qu'il faut passer par des élections pour pouvoir remettre le pays sur les rails du développement. Ces élections-là sont très importantes pour la population, pour l'avenir de ce pays. Merci beaucoup, professeur Fritz d'Orvilliers. Je rappelle que vous avez parcouru les programmes de ces 4 candidats à la présidence. Vous avez analysé ces programmes et vous venez tout de suite de livrer vos commentaires concernant ces programmes. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci. Alors, comme annoncé, le professeur Auguste Debisa est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de la campagne électorale, l'importance de ces élections et puis le débat électoral en cours. Professeur Debisa, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu sur RFM. Bonsoir, c'est un plaisir d'être sur RFM, mais aussi d'avoir en face de moi un journaliste de carrière et qui a gravi tous les échelons. Et publiquement, je tiens à le féliciter parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à traverser les ans. Alors, professeur Debisa, on est en pleine campagne électorale, et donc il y a des débats qui sont organisés, les candidats qui sillonnent le pays pour essayer de courtiser l'électorat. Comment vous voyez cette campagne électorale comparée aux autres campagnes électorales antérieures? Bon, moi je pense que, comme pour 2015, c'est une campagne coûteuse. Quand on voit les caravanes des différents candidats qui partent dans les différentes villes et dans tous les coins, il y a toujours une caravane qui part 2 ou 3 jours à l'avance, et après il y a une grosse caravane qui part avec le candidat. Bon, quand on prend le décret électoral et les montants fixés de dépenses par candidat, je crois qu'aucun candidat, les gros ténors, ne respecte cette limite. Deuxième élément qui me frappe, c'est l'affluence au niveau des rencontres. Et je n'arrive pas à comprendre cela. Monsieur Michel Martelly a connu ses heures de gloire. En 2010-2011, dans ses meetings, il y avait beaucoup de gens. Mais au bout du compte, il a été élu avec seulement 700 000 voix. Donc si monsieur Martelly, qui incarnait tout un mouvement de rupture, qu'on le veuille ou non, qui avait déjà une popularité certaine, et puis seulement réaliser 700 000 voix, moi, je me demande, le prochain président, est-ce qu'il ne va pas être élu seulement avec 200 000, 300 000 voix? Et à ce moment, va se poser le problème de légitimité et aussi de crédibilité. Or, si nous prenons la participation populaire au niveau des meetings, j'applaudis les deux mains, mais quand je regarde les statistiques compilées de 90 à date, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, jusqu'à présent, tout le monde dit, la campagne se déroule sans grand incident majeur, mis à part ce qui s'est passé dans la région du Cap-Haïtien, avec ce meeting de Marie Narcisse, Jean-Bertrand Aristide, avec les partisans de Moïse Jean-Charles. Le CEP a dû intervenir pour rappeler à l'ordre les partisans des candidats, et aussi les candidats. Bon, je pense que... On l'a vu quand même à la télévision quand M. Trump allait dans certains lieux, il y avait des agents perturbateurs qui disaient Trump raciste. Bon, je pense pas qu'on a pénalisé le Parti démocrate à cet effet. Ce sont des citoyens quand même qui ont la liberté de s'exprimer. Il y avait ni jet de pierre, ni aucune menace contre la tenue du meeting en tant que tel. Moi, je pense que c'est de bonne guerre. Je pense qu'on a grossi l'affaire parce que M. Aristide était présent sur le podium. Et par la suite, M. Aristide a eu un malaise. Donc, je vois pas pourquoi on veut qualifier ce qui s'est passé d'incident qui pourrait avoir une incidence sur la campagne. Au contraire, je crois que pour la première fois, nous avons une campagne bon enfant.
On a vu par exemple le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, qui a été fait à campagne à Tchot. Là, il a été accueilli par des partisans de Jude Célestin. Oui, il a été accueilli par les candidats de Jude Célestin. Bon, on l'a un petit peu chahuté. Bon, mais c'est de bonne guerre. Je pense que sur ce point, Jovenel Moïse s'est montré très courageux, parce que moi, candidat, peut-être que j'aurais pas été dans le fief de Jude Célestin pour le défier. Mais moi, je pense que s'il veut être président d'Haïti, c'est normal qu'il faut faire l'ensemble des communes sans distinction. Par contre, Petite Dassé Saline pourrait aussi porter plainte, parce que M. Jovenel Moïse a été mené campagne à Milo. Et il y a des propos quand même assez orduriers qui ont été prononcés contre Jean-Charles Moïse. Donc je crois que jusqu'à date, nous avons une campagne saine et on ne peut pas applaudir la police nationale pour ce climat. Je crois que c'est la population elle-même qui a décidé que ces tournées se feront dans le calme. Un petit peu, on peut reprocher, questionner Gonaïve. Mais Gonaïve, c'est une autre histoire. C'est pas une histoire liée à la campagne électorale. C'est une campagne, un litige qui existe entre une partie de la population des Gonaïves Raboto, qui reproche l'assassinat d'Amio Métayer, qui reproche que le 1er janvier 2004 se soit passé de cette manière. Donc, ça, je pense qu'il faut le mettre dans la balance de contentieux entre l'ex-président Aristide et les gens, une partie de la population de Gonaïve, mais pas sur le compte des élections, pas du tout. Il aurait été à n'importe quelle période, je pense qu'il aurait été chahuté de la même manière. Donc vous pensez que le peuple haïtien fait preuve de maturité? Je ne dirais pas de maturité, je dirais que le peuple haïtien en a marre. Parce que ça fait 30 ans qu'on nous vante un projet démocratique. Moi, je dirais on nous vante un projet politique. Et malheureusement, ce projet politique est anti-peuple haïtien, anti-peuple nation. La misère ne fait que s'accroître. Alors qu'on ne vienne pas me trouver des excuses. Lui, il était avant moi, il a dilapidé, donc je suis là, je continue à dilapider. On a constaté très clairement qu'il y a de grosses dépenses honorifiques faites au nom du gouvernement et très peu d'investissements au niveau de l'amélioration des conditions de la population. Quand on me réasphalte la route pour aller à Saint-Marc, moi, je suis heureux parce que j'ai une petite plage du côté de Saint-Marc. Moi, ça m'arrange. Donc, je voyage dans les conditions maximales. Mais est-ce que cette route a été aménagée pour moi, vacancier et usager pour aller au bord de la mer? Ou est-ce que cette route a été construite pour servir d'outil de développement pour les communautés que cette route traverse? Moi, je crois que c'est ça. C'est ça le gros dilemme, c'est ça le gros problème. Moi, je ne pense pas que c'est une maturité. Je pense qu'il y a une espèce d'effet de masse. Donc, il y a une réunion dans une zone, dans des zones où il n'y a pas d'électricité. Subitement, il y a un podium. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de bruit. Donc, il y a une ambiance. Les gens n'ont pas d'autres loisirs. Donc, ils y vont. Mais le jour du vote, où il n'y a pas de chars musicaux, il n'y a pas de rara, il n'y a pas de bon à pied. Donc, ces gens ne sortent pas voter. Donc, c'est pas de la maturité politique du tout. Donc vous doutez, donc vous pensez qu'on pourrait peut-être avoir un taux de participation très très faible dans le cadre du scrutin du 9 octobre? Si on regarde les élections de 90, 95, 2001, 2006, 2016, donc le taux de participation ne fait que décroître. Donc je ne vois pas pourquoi que la situation changerait. Et c'est là mon grand dilemme avec le Conseil électoral provisoire, l'énième Conseil électoral provisoire. Il n'y a pas eu une vraie campagne de sensibilisation dédié à cette population, à ce peuple-nation. Donc, c'est pas passé. Et je pense que faire de la promotion d'une campagne, une campagne d'éducation citoyenne ou une campagne d'éducation électorale, moi, je crois qu'il faut faire appel à des figures emblématiques dans cette société. À titre d'exemple, je prendrai l'exemple de Tiblan. Maestro de Tropicana, pour moi, c'est le genre d'individu qui, son orchestre ayant joué dans toutes les communes de ce pays, on lui dit de lancer un message, ce message aurait pu ou pourrait avoir un impact. Mais tandis que là, c'est la dernière minute qu'on demande à des humoristes de faire des spots pour une campagne électorale, c'est peut-être prendre les élections avec trop d'humour, à mon avis. Pour terminer peut-être avec ce point, moi je crois que personnellement, je demeure très inquiet sur la tenue de ces élections, ou peut-être, quand je parle de la tenue des élections, les gens pensent que je parle du 9 octobre. Je ne parle pas du 9 octobre. Il y a les enjeux avant, le jour du vote et après. Alors, concernant la campagne électorale actuelle, que pensez-vous des discours qui sont véhiculés par les principaux candidats? Si nous prenons les programmes quand ils sont accessibles, bon, je crois que oui, il y a des programmes assez audacieux. Il y a des documents quand même, je crois, quand même bien faits. Ça, on peut pas le nier. Il y a le document de la paix, il y a le document de unité, et pas unité, il y a une unité de PHTK.
pardon, il y a celui de Petite Dessalines. Bon, je crois que pour la première fois, des gens ont fait l'effort de produire un 60-70 pages. On peut ne pas être d'accord. Moi, le reproche que je fais à ces documents, on me parle, comme auparavant, de projet. On ne me parle pas de la vision qu'on devrait avoir pour ce pays pour les 25 prochaines années. On me parle qu'on va construire des hôpitaux. C'est pas ce qui va changer Haïti. Je crois qu'actuellement, l'homme haïtien, sui generis, est malade. Et je crois que nous sommes, depuis quelque temps, depuis 87-88, on est entré dans une politique systématique de démonisation. Quand j'étais enfant, on disait de quelqu'un, son moun, ça avait sens et portée. Ça avait sens et portée. En Haïti, nous détruisons ceux qui font l'effort d'être moun. Par les ragots, les papotages, la haine, l'envie, etc. Je dis souvent, il y a 3 choses qu'on ne peut pas choisir pour quelqu'un. Sa religion, sa compagne ou son compagnon, sa concubine, sa femme, son épouse, comme on veut, et un parti politique. Si vous regardez bien, monsieur François, quand vous parlez à un haïtien ou vous écoutez la presse, nous avons tous des qualificatifs, c'est peut-être en 5e position que nous devenons haïtiens. Nous c'est Macoute, nous c'est Lavalas, on a tous les épithètes affublés à nous, mais on ne dit jamais c'est un haïtien avant tout. Rappelez-vous un petit peu de la cabale, à un moment j'ai vu la cabale sur Facebook par rapport à monsieur Réginald Boulos. Est-ce qu'il avait le droit de donner cette entrevue à Challenge? Est-ce qu'il était... Écoutez, je pense qu'on doit dépasser ce stade. Donc je crois que le gros reproche que je ferai à tous les candidats, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans ce piège lors du débat qui a été piètre, il faut le reconnaître, piètre en termes d'organisation, piètre en termes de formulation de questions, piètre en termes de répartition de temps, et aussi, obligatoirement, ça donne quoi? Des candidats piètres. Il y avait peut-être des petits éclats quand on sortait une remarque, on riait de quelqu'un. Bon, au final, mais, écoutez, on a appris quoi là? Mais, tandis que si on parlait de vision, ces candidats auraient dû aller au fond d'eux-mêmes et non pas me parler d'un petit centre de santé par là, d'une université de chaque section communale. Ça n'a pas de sens. Pour moi, il faut questionner le devenir de l'État-nation, refonder cet État-nation et de reconstruire l'homme haïtien dans sa dignité. Nous n'avons plus de dignité. Écoutez les radios, monsieur François. Écoutez les radios. On dénigre tout. On dénigre tout. Donc l'haïtien en tant que tel est une espèce en voie de disparition. Donc là, au niveau de la campagne électorale, donc les discours des candidats, vous pensez qu'il n'y a pas vraiment de discours porteur, révolutionnaire, si je peux m'exprimer ainsi? Non. Non, quand on me dit 100% haïtien, nègre banane, etc., ça n'a rien de porteur, ce sont des jeux de mots. Mais comme je vous dis, je le répète et je le reprends, quelle est la vision qu'on a de cet État-nation? Comment qu'on pense la refonder? Comment qu'on pense nous amener vers la reconquête de notre dignité? Moi, c'est un concept dans lequel je crois beaucoup. Pour moi, il y a la dignité individuelle, personnelle. Il y a la dignité collective. Je suis membre d'une collectivité. Monsieur François ne peut pas se permettre, quelle que soit la fonction qu'il occupe, contre la collectivité des médias. Ça fait 20 ans de carrière. Vous ne pouvez pas retourner, vous ne pouvez pas vous suicider vous-même. Quand vous dites que les médias sont en privé avec vos pairs, vous en discutez. Mais vous ne pouvez pas aller critiquer les médias en public et avoir des actions négatives contre les médias. Vous êtes le produit des médias, vous incarnez les médias haïtiens. Donc vous ne pouvez pas aller le détruire. Et après ça, il y a la dignité nationale. Il y a la dignité nationale. Quand un président reçoit un ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, moi j'ai jamais vu Obama, M. Obama en tant que président, reçoit des ministres des Affaires étrangères. Il y a le principe en relations internationales, on reçoit ses équivalents. Là, n'importe quel petit bonhomme vient en Haïti, on le reçoit. Il y a une mission de l'ONUDI dirigée pas par le directeur général de l'ONUDI qui arrive, on les a reçus pendant 2 heures de temps au Palais national. Il faut arrêter tout ça. C'est une manque de dignité nationale. N'importe quel petit fonctionnaire demande. Et si quelqu'un est ministre en Haïti, on est pris dans le même engrenage. Moi, j'ai été consultant auprès d'Esprit Maniga. N'importe quel petit fonctionnaire de la BIL arrivait, il demandait à rencontrer le ministre. Or, comment qu'un petit fonctionnaire puisse rencontrer un ministre? Donc, je crois qu'il faut un petit peu partir à cette reconquête et dans le sens du respect de l'autre. Alors, pour revenir sur le débat, donc, selon vous, ce débat a été catastrophique et ça n'a rien apporté de nouveau aux électeurs. Donc, les électeurs n'ont rien appris lors de ce débat, selon vous? Bon, ils ont appris quelque chose. Ils ont appris que quelqu'un va créer 100 000 emplois sans dire comment. Comment qu'on va refonder l'État-nation pour créer les 100 000 emplois, on ne sait pas. Il y a la grande blague sur Facebook, c'est on peut former des médecins en 2 ans. Ça, on a appris aussi les choses. Bon, maintenant on explique un petit peu sur les médecins pieds nus, tirés de toute l'approche maoïste. Bon, je ne savais pas que M. Célestin était maoïste, c'est une autre histoire. Il y a Madame Bozil qui veut se faire passer pour la personne qui n'a jamais été mêlée de près ou de loin
à la gestion courante des affaires de ce pays, on doit quand même à Mme Bouzy la catastrophe Lamotte. Elle était à l'extérieur, elle a donné mandat pour qu'on vote pour M. Lamotte. Comment se fait-il que vous n'avez pas rencontré cette personne et vous avez estimé que c'était la personne de choix? Bon, il faudrait expliquer ça aussi. Bon, il y a M. Moïse, Genève Moïse, qui traîne ce passé malheureux du PHTKiste, même pas du PHTKiste, du miquisme. Parce que pour moi, il y a le PHTKiste, il y a le miquisme, de même que pour moi, il y a la Valace, il y a Aristide. Donc, qui traîne ça comme boulet à force de... Et tout le monde tirait sur lui à boulet rouge. Donc, on a senti un moment qu'il était, comme on dit en bon français, il était haïque. Et ensuite, il y a Petite Dessalines. Bon, déjà, on voit qu'il arrive à mieux... Il est plus posé quand il parle. Donc, ça a été une évolution. Moi, je pense que c'est un petit peu la note positive de cette histoire. On voit qu'il est plus posé. Et bon, et tout le monde a commis des erreurs. Tout le monde a commis des erreurs parce que on n'a pas eu un débat sur les idées, on a eu des débats sur les projets. Alors, Monsieur François, vous savez mieux que moi que vous ne pouvez pas maîtriser l'ensemble des dossiers sociaux, des dossiers économiques, des dossiers politiques. Les chiffres s'embrouillent rapidement dans votre tête et vous vous perdez. Et on rit de vous. Alors, vous avez questionné un peu l'organisation, la méthodologie utilisée lors de ces débats. Pourquoi avoir un seul débat? On aurait pu avoir un débat sur les politiques sociales, on aurait pu avoir un débat sur les politiques économiques, on aurait pu avoir un débat sur les grandes orientations politiques. Et à ce moment, les candidats auraient plus que 3 minutes pour pouvoir parler. Moi, je pense que le format a été un carcan et a détruit. Bon, moi, je pense que si on avait mis 5 cassettes, 5 enregistreuses, et à chaque fois qu'on posait une question, on pressait sur le bouton play de l'enregistrement fait par monsieur, ça aurait été la même chose. Parce qu'un débat est avant tout un échange dynamique entre les candidats eux-mêmes. On n'a pas eu le temps pour ça. Et il y a des questions parfois formulées qui étaient plus longues que le temps de réponse à fournir par le candidat. Donc il y a un problème, il faut repenser. Et je pense que les débats en 2006 ont été mieux organisés. Donc même là, Monsieur François, je crois qu'on a régressé. C'est pas seulement au niveau économique, culturel, même dans l'organisation d'un débat, on a régressé. Et Maryse Narcisse, la candidate de Famille Lavalas, elle était absente, elle n'a pas voulu participer à ce débat. Maryse Narcisse qui est accompagnée de Jean-Bertrand Aristide un peu partout, à travers le pays, pour faire campagne. Bon, moi personnellement, je pense que il faut classer Aristide au niveau des mythes. On ne va pas détruire l'image, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Aristide a été ce qu'il a été, on peut être pour, on peut être contre, mais je crois que le pouvoir qu'Aristide pense encore avoir, il ne l'a plus. Et il ne faudrait pas confondre aller voir quelqu'un, parce que quand même 2004-2011, 7 ans hors du pays, 2011-2016, cantonné quelque part, on ne l'a jamais vu, donc il devient un objet, il devient un événement en tant que tel à aller voir. Donc ça ne veut pas dire que la foule qui est là est pro-lavalassienne ou va voter pour le docteur Maryse Narcisse. Bon, et on l'a vu, il y a des zones où il va soulever les foules, il y a des zones où les foules vont le chahuter. Donc, et M. Aristide n'est pas habitué à cela. M. Aristide n'est pas habitué à cela. Si on prend un petit peu Vous savez, il y a des gens qui ont des caractéristiques, les mêmes caractéristiques. M. Aristide, en tant que prêtre, quand il prêche, personne n'a le droit de l'interrompre. Donc, il est le patron, il est le seul maître à bord. La même chose avec Michel Martelly. Il est maestro de son orchestre, il joue la musique qu'il veut. Soit vous dansez pas. Si vous n'êtes pas content, foutez le camp, même genre. Alors, ils ont eu le même type de comportement. Un pouvoir centralisateur, c'est le pouvoir moitrinaire. Et je pense que Michel Martelly va être aussi étonné de voir que s'il arrive dans 2 ans, dans 3 ans quelque part, il ne sera pas applaudi de la même manière. Et il va avoir le même comportement. Il va avoir un syncope et sombrer. Parce que c'est un choc émotionnel. Moi, le grand, et voilà, on m'accueille de cette manière. C'est une douche froide. C'est une douche froide. Vous pensez qu'il ne pourra pas renverser cette tendance, donc pour vous, Aristide ne fait plus le poids en Haïti? Bon, premier élément, il y a énormément de dissensions au sein du parti Lavalas. Si nous prenons Unité, Vérité, Petite Dessalines... La famille élargie. C'est la famille élargie. Donc alors ça veut dire qu'il y a moins... Il y a donc une dispersion de voix. Et nous savons très bien que ce qu'on appelle l'impact de dispersion de voix, Ralph Nader a été candidat, donc a raflé une partie de la gauche démocrate, Al Gore a perdu, pour très peu. S'il n'y avait pas eu Ralph Nader, Al Gore aurait été peut-être président. Bon. Moi je pense un peu la même chose, que
avec l'éclatement de cette famille, la famille Lavalas, et M. Aristide n'a pas pu ressouder ni recoudre ce tissu disloqué, ce tissu déchiré. Je ne pense pas que Lavalas puisse permettre l'accession d'un président actuellement en Haïti. Alors, professeur Auguste Demisa, pour les élections du 9 octobre, tout le monde le dit, les élections vont pouvoir se dérouler. Le CEP est très confiant. Donc, vous y croyez? Non, j'y crois pas. J'y crois pas parce que j'ai énormément d'interrogations. Premièrement, le rapport de la Sièvre a été un petit peu écarté et mis de côté. La Sièvre, son rapport recommandait la reprise des élections, tant législatives que présidentielles. Bon, M. Benoît, pour une raison ou une autre que je ne vais pas m'hasarder à dire, qu'on lui a demandé de le dire, mais c'est un fait certain que M. Benoît n'a pas cité les conclusions du rapport, a fait un court-circuit et a parlé seulement des présidentielles. Deuxièmement, le rapport de la Sièvre porte seulement sur la liste électorale. Or, le directeur général de l'ONU avait dit qu'il y a 40% des cartes qui ont été distribuées, non pas aux détenteurs, mais à des gens qui étaient venus prendre possession pour eux. Donc j'ai 40% des cartes qui sont encore en location. C'est des cartes qui sont en location. Et je vous le confirme, M. François, moi on m'avait proposé une fois à louer 5000 cartes. Donc si on l'avait proposé, il y a d'autres gens qui ont accès à cette politique de location. Troisièmement, on n'a jamais étudié, on n'a pas réformé les bureaux de vote. D'accord, on a demandé à... Moi j'étais à Saint-Marc, on a demandé au directeur du lycée de Saint-Marc d'envoyer des jeunes en philo comme scrutateurs au niveau des BIV. Est-ce que c'est ce qui va résoudre le problème? Nous savons très bien que le jour des élections, les candidats ont des racketteurs et des rabatteurs. Donc vont chercher des gens pour aller voter, ils suivent les gens et toujours dans le même petit isoloir en carton que tout le monde voit ce que M. François coche. On vous chahute quand vous ne cochez pas la bonne case. Si vous avez peur, vous cochez la cage qu'on vous demande de cocher. Donc je ne vois pas. En termes organisationnels, ça n'a pas changé. Le centre de tabulation, c'est toujours le même centre de tabulation. La liste électorale n'a pas été épurée comme on aurait espéré et escompté. La campagne d'éducation citoyenne et une campagne demandant aux gens d'exercer leur devoir de citoyen en allant voter n'a pas été non plus une réussite. Donc je ne vois pas comment que ces élections peuvent porter quelque chose de positif. Soit on peut avoir un faible taux, un très faible taux de participation. Moi, j'ai même été à dire qu'il se pourrait, et ça je le dis en soupesant mes mots, mais en analysant la situation, est-ce que nous n'allons pas avoir plusieurs Riel vaillants le jour des élections? Dernière hypothèse, après les élections, les résultats vont être donnés. Est-ce que les candidats qui sont les Messi, les Ronaldo, qui s'estiment être Messi, Ronaldo, ils sont en pointe, est-ce que l'un d'entre eux va accepter honorablement de dire « oui, j'ai perdu les élections ». Alors ça, c'est la grande préoccupation. Est-ce qu'ils vont accepter le verdict des urnes? Moi, je ne crois pas. Je crois pas. Et tous ces partis ont leur groupe armé. Ils n'ont pas seul le monopole de la violence, mais chacun a une partie de cette violence qui peut s'exercer à un moment donné. Donc, non, je crois que nous sommes très, 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 très mal partis. Et moi, je suis encore convaincu, c'est pas une bonne chose pour Haïti de rentrer dans un projet électoral maintenant. Nous l'avons constaté avec M. Préval, avec M. Aristide. Nous l'avons subi avec M. Préval. C'est arrivé à son summum avec M. Martelly. Il n'y a pas d'institution dans ce pays. Comment me demander à moi, citoyen, de croire en cette police qui a le même effectif que le 9 août 2015? Ce sont les mêmes commissaires, ce sont les mêmes policiers. Vous voulez me faire croire que ces policiers vont assurer ma sécurité? Pourquoi ça n'avait pas été fait le 9 août? Alors, moi je pense qu'après 30 ans d'errement, après 30 ans de populisme, il faudrait qu'on fasse une halte sur image et qu'on dise consolidons nos institutions. Moi, quand j'étais jeune, il y a certains livres qui étaient interdits dans ce pays. Enfin, heureusement, vous n'avez pas connu cette période. Il y avait un livre de politique, d'initiation en sciences politiques de Georges Boudria qui disait le premier chapitre portait sur les institutions. Nous avons déchiré tous les chapitres qui parlent des institutions dans les livres en sciences politiques et nous avons écrit démocratie égale constitution plus élection. Ça fait 30 ans qu'on marche derrière ce rêve chimérique. On n'arrive pas à le réaliser aussi longtemps qu'on n'arrive pas à consolider les élections. Et il est clair, on ne pourra pas consolider les élections si on a un Parlement de ce type-là. Il y a 1100 personnes qui travaillent au Parlement,
il y a 977 personnes qui travaillent du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de la Cour de cassation, Cour d'appel et des tribunaux de première instance et de paix. Donc pour les élections du 9 octobre, vous exprimez des réserves concernant ces élections. Vous ne pensez pas vraiment que ces élections vont pouvoir apporter, sortir le pays de cette situation de crise? Moi, je vais plus loin. Je ne vois pas comment que ces élections puissent se dérouler dans le bon ordre. Parce que très tôt, il y a des groupes qui vont se rendre compte qu'ils sont perdus. Et je pense que là, le désordre va déjà commencer. Et deuxièmement, je ne pense pas, même si on arrive à avoir les élections, je ne suis pas du tout convaincu, et là réellement pas du tout convaincu, que le prochain gouvernement pourra réaliser quoi que ce soit de positif quand j'ai pu observer pendant un an le comportement de ces sénateurs et de ses députés, où tout est négocié. Il me semble qu'un sénateur ne dit pas bonjour à un ministre si le ministre ne lui donne pas au départ un carnet d'essence. Il ne dit pas bonjour si on ne remet pas un lot de cartes de téléphone. Quand le ministre de l'IN est arrivé, un ami d'enfance, la première décision du gouvernement, c'est de réduire la taille astronomique du personnel à l'étranger. On l'a augmenté. Parce que les anciens députés, les anciens sénateurs avaient déjà leur épouse nommée en République dominicaine ou à Miami. Donc les nouveaux n'avaient pas encore de poste. Donc on a dû créer de nouveaux postes pour les épouses ou les concubines ou les petites sœurs ou ce qu'on veut des nouveaux députés, des nouveaux sénateurs. Alors comment peut-on gérer un pays avec ce personnel législatif? Mais le régime privé a dit qu'il n'y avait pas d'argent. On n'a qu'à aller au ministère des Affaires étrangères et de voir qu'il y a eu très peu de rapatriements, il y a eu beaucoup de nominations. M. Privé a même nommé des ambassadeurs sans passer par devant le Sénat. Il faut que M. Privé arrête de dire qu'il n'y a pas d'argent. M. Privé a beaucoup d'argent. Quand il part avec de grosses délégations comme M. Martelly. Moi, je lui demande jusqu'à présent quel est son per diem journalier quand il part. Il ne me l'a jamais dit. Moi, en tant que je paie les taxes, moi. Il ne m'a jamais dit combien qu'il avait. Est-ce qu'il avait 20 000 $? Tout le monde a critiqué M. Martelly, mais tout le monde continue à vivre sur les largesses de M. Martelly. Quand on est dans l'opposition critique, mais quand on arrive au pouvoir, 20 000 $ par jour quand on voyage, je vous jure, ça se prend bien. Après 10 jours de voyage, on est propriétaire d'un beau terrain. Et on peut même commencer à construire. Donc alors, je ne vais pas cracher dessus. Donc pour les élections, vous avez vraiment beaucoup de préoccupations. Énormément. Moi, je vois pas comment ça va bien se dérouler. On a le même personnel encore là. Deuxièmement, la campagne d'éducation citoyenne n'a pas été faite ou a été mal faite. Et troisièmement, je ne vois pas comment que certains candidats vont accepter leur défaite. Mais je suis sûr d'une chose, nous sommes à la fin d'un cycle. 1957-1986, c'était la fin d'un cycle de la dictature. 1986-2016, nous sommes dans la fin de cycle du populisme. Alors, comment ça va se passer? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir un 22 janvier, genre Pétionville? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai peur de ce silence de cette population qui nous regarde avec un air de dédain. Nous regardons nous gesticuler pour rien. Moi, j'ai peur de cette accalmie. Et la présence de M. Aristide a failli tout faire bousculer au Gonaïve. Pas au Cap c'était mon enfant. Mais au Gonaïve, ça a failli tout bousculer. Donc, à quel moment qu'on va avoir un autre événement et ça va bousculer? On ne sait pas. Alors, en cas d'échec de ces élections, est-ce que le président provisoire, Privert, dont le mandat est arrivé à terme depuis le 14 mai, est-ce qu'il reste 14 juin, est-ce qu'il reste en poste? Vous savez, le peuple haïtien a été le dindon de cette grosse farce qui a eu comme date de conclusion le 5 février de 2016. Mais tout le monde sait maintenant que cet accord, on a commencé à y penser depuis décembre 2015. Et de plus en plus aussi, on commence à identifier les principaux acteurs. Le cas échéant qu'il a mis, il y en a un qui l'a dit qu'il l'a mis, non. On lui a mis ça en tête pour qu'il aille le dire, parce que le cas échéant, son petit allocution adverbiale trop pointu dans la langue française, là, pour mon gars utiliser comme ça. Donc, on l'a mis. Donc, je crois que dès le départ, on a bluffé le peuple haïtien. Et M. Martelly a été la farce de l'Aden. Parce qu'il pensait qu'il allait avoir une sortie honorable en acceptant de se sacrifier. M. Martelly a constaté que pendant un temps, il y avait un début de chasse à la sorcière contre lui. Heureusement qu'il a les dents assez longues, et ses partisans les dents assez longues pour avoir pu contrôler, pas éliminer totalement. Donc moi je crois que la parole donnée n'a pas été la parole respectée. Et M. Privert sait très bien qu'il a tout fait pour être président. Ce n'est pas une surprise pour M. Privert. Et d'ailleurs, certains sénateurs ministres étaient déjà en campagne pour M. Privert dès le mois de décembre comme président provisoire. Ils sont très clairs là-dessus. Donc je pense que M. Privert il a passé 3 mois comme président, il va être inscrit dans les manuels scolaires
qu'il a été président provisoire. Il va avoir droit à sa pension en tant que président provisoire. Bon, je pense que M. Privert, s'il y a un changement qui se fait, il doit faire très vite sa mallette avant qu'il perde ses avantages. Il a dit qu'il a une mission. Il a un mandat, mais il avait une mission. C'est mon drame avec les hommes politiques haïtiens. Ils ont tous une mission. Que peut-être qu'ils ont fait un rêve et Papa Legba ou Dambala ou n'importe quelle loi est venue leur dire que ouais, président-le, tu as une mission, tu dois sauver cette nation. Bon, si c'est ça la mission de M. Privert, d'avoir continué l'œuvre destructrice de l'économie haïtienne entamée par M. Martelly, bravo M. Privert, vous avez réussi. Vous pouvez prendre votre retraite maintenant, vous avez réussi. Quel a été le discours prononcé par un des membres de ce gouvernement? Faisons appel à l'entente, au respect de notre dignité. Bien. Alors si c'est ça qui est la mission, bravo, il a réussi. Bravo, bravo, bravo. Donc vous pensez qu'en cas d'échec des élections, le président provisoire de la République il devrait s'en aller? Il n'y aura plus de Parlement. Alors, on doit avoir un nouvel accord du 5 février 2017. Donc, il ne sera plus partie prenante. Pour terminer, comment pourrait-on renverser cette tendance? Comment faire pour que les élections aboutissent? Trop tard, trop tard. Le conseil électoral s'est enfermé dans sa tour d'ivoire. C'était des experts, ils estimaient qu'ils étaient la crème de la société, ils n'ont pas entendu les gens. Moi, j'ai entendu beaucoup d'émissions faisant des recommandations à ce conseil électoral. Ce conseil électoral a très peu entendu les gens. Donc, les membres se sont enfermés dans leur petite tour confortable de Pétionville et n'a jamais voulu questionner les causes des échecs des conseils électoraux antérieurs. Il y a toujours des facteurs qui peuvent expliquer. Et si on a un tableau de bord, voici les facteurs, on essaie d'éviter les mêmes erreurs. Donc, pour moi, la tenue des élections est très hypothétique. Merci beaucoup, professeur Auguste Demeza, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un plaisir et à chaque fois, j'y répondrai toujours le cœur joyeux. Alors nous avons avec nous le docteur Georges Michel, on va parler un peu de la campagne électorale et surtout la question de la sécurité, la question de la défense, l'armée. Georges Michel, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonjour Rothschild, content de vous voir, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre station. Alors Georges Michel, juste avant de parler de ce sujet précis, cette question précise, comment vous voyez un peu le déroulement de cette campagne électorale dans le cadre du scrutin du 9 octobre prochain? Je ne vois pas de choses extraordinaires. Il y a 4 candidats qui ont émergé. Jovenel Moïse, Jude Célestin, Moïse Jean-Charles et Maryse Narcisse. Et je m'attends personnellement à ce qu'on ait un résultat voisin de ce qu'on a eu la dernière fois. Et nous avons eu une décantation. Au lieu d'avoir une élection à 54 candidats, nous avons une élection à 27. Le nombre des candidats est coupé de moitié. Et je pense que ces candidats mineurs vont prendre encore moins de voix en 2016 qu'en 2015. Et jusqu'à présent, la campagne me paraît acceptable. Tous les candidats se déplacent à travers le pays pour présenter leur programme, vendre leur candidature, comme ça se fait dans tous les pays civilisés et démocratiques. Donc, Georges Michel, vous pensez qu'on pourrait peut-être avoir le même scénario des élections de l'année dernière pour le deuxième tour? Tout à fait. Et il y a une chose que j'ai toujours professée dans mes interventions publiques sur les élections en Haïti. Je recommande à l'opposition et au pouvoir en place de ne pas chercher à voler les résultats d'une élection. Ça va toujours créer une crise politique. Les élections frauduleuses de 1957 nous ont donné la dictature du Duvalier. Il aurait fallu respecter le résultat de ces élections. Si Duvalier avait gagné vraiment, il n'aurait pas eu besoin d'avoir à frauder pour être président. On aurait respecté un processus clair et tout le monde aurait fermé sa bouche et personne n'aurait rien à dire. Si c'était Desjoie qui avait gagné, il fallait laisser Desjoie devenir président de la République démocratiquement, même si ça déplaisait à certains. C'est la règle de la démocratie. Donc n'essayez pas de truquer le résultat des élections. Que le meilleur gagne. Si le peuple haïtien vote pour X, c'est X qui est le président. N'essayez pas de mettre Y en truquant les chiffres. Vous voyez les problèmes que ça a donné dans le passé et les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous aurez les mêmes problèmes à l'avenir. Donc moi je suis en faveur d'élections libres, honnêtes, dont on respecte les résultats. Parce que justement, la grande préoccupation, est-ce qu'on va respecter les résultats après la publication de ces derniers?
Si on ne respecte pas les résultats, les électeurs frustrés vont se réfugier dans la violence. Et nous allons avoir une vague de violence. De la même manière que tout est calme maintenant, et on fait de la démocratie, des élections libres, mais si c'est X qui gagne et vous voulez imposer Y à la nation, et les gens vont gagner les rues. La rue leur donnera la réponse. Exactement ce qui est arrivé en 2010. Et là, on a vu la communauté internationale qui a refusé de financer ces élections parce que la communauté internationale, pour elle, donc il y avait quelques problèmes au niveau de ces élections, mais donc c'était pas nécessaire de remettre en question ce processus électoral, de réaliser à nouveau de nouvelles élections. Donc la communauté internationale qui a refusé de financer ces élections. Et comment vous avez jugé son attitude dès aujourd'hui, la communauté internationale qui reste en dehors et qui souhaite quand même que les élections se tiennent et réussissent? Il faut que les élections se fassent. Moi, je pense qu'on va avoir un résultat voisin ou le même résultat. Ça, c'est mon opinion. En tant que professionnel, je peux me tromper. Il y avait un problème de confiance. Voilà pourquoi on a pu éliminer les résultats des élections présidentielles de 2015. C'est parce que le CEP d'Opon et Opon n'inspirait pas confiance, que le pouvoir de M. Martelly n'inspirait pas confiance. Et à ce qu'il semble, après la commission Benoît, on a recommencé le processus. Les candidats jouent le jeu, les électeurs jouent le jeu, et ensemble, je dis bien ensemble, s'acheminer vers des élections démocratiques. Mais si on essaie de voler le résultat des élections, que le résultat de ces élections ne soit pas conforme au vote émis, nous allons avoir des problèmes. Exactement comme en 2010, on va se trouver avec un pays bloqué, ou bien comme pour Préval en 2006. Attendez-vous à ça, et peut-être pire. Donc c'est pas ce que je souhaite. Moi je souhaite que le résultat donné par le CEP soit le reflet fidèle du vote émis par les électeurs haïtiens. Donc pour vous, il est important est-ce que le pouvoir en place garde sa neutralité dans le cadre du déroulement du processus électoral? Il n'a pas le choix. Et le pouvoir en place, il doit bien se comporter. S'il se comporte mal, ils vont perdre, et le pays va perdre, tout le monde va perdre. Donc je ne vois pas pourquoi pratiquer la politique du pire. Je ne leur donnerai pas le conseil d'essayer de truquer le résultat des élections en faveur de tel ou tel candidat. Alors pour cette campagne électorale, il y a ce thème mais qui n'est pas tellement débattu dans le cadre de cette campagne électorale, le thème de la défense, la réhabilitation des forces armées. Et vous êtes préoccupé, Georges Michel? Nous sommes déjà à courte vue. Nous ne ressentons pas l'absence de notre armée parce que nous importons une armée pépée. Comme nous importons beaucoup de produits pépés, nous avons l'armée de la MINUSTAH qui remplit le rôle de l'armée nationale. Ce sont des soldats étrangers qui font le travail de soldats haïtiens que des soldats haïtiens auraient dû normalement faire. Que fait la MINUSTAH? Elle remplit un rôle de dissuasion, elle remplit un rôle de protection de l'État et des institutions, y compris de la PNH, et un rôle de stabilisation générale. Et quand elle sera partie, cette MINUSTAH, qui va remplir ce rôle? Parce que vous avez cette apparence de normalité, cette apparence de stabilité, à cause du potentiel de dissuasion de la MINUSTAH et de la puissance de feu de la MINUSTAH. Si la MINUSTAH n'était pas là, vous allez vous retrouver dans la logique de 2002, 2003, 2004 assez rapidement. La MINUSTAH s'en va aujourd'hui, le pays saute demain. La MINUSTAH s'en va demain, le pays saute après-demain. Je n'ai pas d'illusion. Je crois que notre armée sera faite de toute façon parce qu'elle répond à un besoin et il vaut mieux tôt que tard, mais mes dirigeants ne semblent pas être pressés. Un temps précieux a été perdu. Ça fait 12 ans que ça dure. La question est sur le tapis, mais personne ne veut adresser le problème. Et je pense que beaucoup de dirigeants haïtiens sont très confortables dans la protection offerte par la MINUSTAH à leur pouvoir. Et on verra après avec leurs successeurs. Ils ne se préoccupent pas de l'instant présent. Ils ont la sécurité, ils ont la MINUSTAH, ils n'ont pas de problème. Après moi, le déluge. Parce qu'effectivement, ce thème n'apparaît pas dans cette campagne électorale. Non, il n'apparaît pas. Puisque tout le monde est d'accord, ça répond à un besoin. La PNH ne pourra jamais seule. La PNH est une priorité en fait de sécurité. Ça doit être notre priorité. Mais je vous le dis, et je le dis à mes amis diplomates, que la solution PNH only que certains veulent nous vendre est une farce. Ça ne marchera jamais. Et je leur dis aussi à mes amis diplomates
vous ne voulez pas que je vienne vous voir pour vous parler d'armée, eh bien, je vais venir vous voir pour vous parler de la 4e occupation. Parce que la MINUSTAH sera à peine partie qu'il faudra envoyer une nouvelle force expéditionnaire occuper Haïti. Donc on va préparer la 4e occupation. Si c'est ça que vous voulez, j'ai pas de problème. Ils sont tristes quand on leur dit ça. Ils sont très tristes. Et un diplomate d'une grande puissance me disait, il y a un certain temps, quel sera l'héritage de la MINUSTAH. J'ai dit, monsieur, vous voulez que je vous dise la vérité? Rien du tout. Si l'armée nationale haïtienne n'est pas prête à en prendre la relève. Rien. Vous allez jeter votre argent et vous auriez perdu votre temps, c'est tout. Il vous faudra remettre ça pour une 4e intervention. Je suis très clair dessus. Donc là, vous pensez que vraiment ce thème devrait être abordé par les candidats à la présidence? Que ce soit Jules Célestin, que ce soit Jovenel Moïse, que ce soit Moïse Jean-Charles, que ce soit Maryse Narcisse, ils devront froidement adresser ce problème. Il faudra que Haïti se dote des moyens de sa défense. La PNH seule ne peut pas. Nous avons vu l'effondrement de la PNH en 2002-2003, où les commissariats sont tombés comme des dominos devant quelques guerriers mal armés. Vous savez que c'est peut-être 300 personnes qui ont renversé Batista à Cuba, il n'était pas plus, les partisans de Castro. Donc, ce pouvoir qui va monter sans MINUSTAH sera un pouvoir très fragile. Donc, tant que la MINUSTAH est là, le problème ne se pose pas, on se repose sur la MINUSTAH. Mais le jour où la MINUSTAH ne sera pas là, la question va se poser. Donc, il vaut mieux faire les choses scientifiquement et se préparer au départ ordonné et programmé de la MINUSTAH. Et d'avoir à agir à froid pour ne pas avoir à se presser et à agir à chaud. Sinon, le gouvernement haïtien sera obligé de faire ce que Saint-Léon le Grand a fait quand Attila allait envahir Rome, se présenter devant Attila avec la croix et le Saint-Sacrement. Mais je ne pense pas qu'il soit aussi saint que Saint-Léon et que ceux qui ont marché avec Saint-Léon vont marcher avec eux. Moi, je prie Saint-Léon chaque jour au Chili. J'ai une petite pensée pour Saint-Léon. Tant qu'on n'a pas d'armée, il nous faut prier Saint-Léon. Mais on sait qu'il y a quand même quelques pas qui avaient été franchis sur l'administration Martelly en ce qui concerne la reconstitution de cette armée. Où ça bloque, Georges Michel? Ça bloque parce que, encore une fois, j'y mets une opinion personnelle, M. Martelly n'a jamais eu vraiment la volonté politique de faire l'armée. Il a eu suffisamment le temps de le faire. On lui a expliqué ce qu'il fallait faire, c'était lui le président, il avait les pouvoirs de décision, il n'a rien fait. Normalement, il fallait faire l'inventaire du personnel et recruter parmi ce personnel de l'ancienne armée les éléments qu'on allait garder comme personnel d'encadrement. Et à partir de ça, nommer un état-major. Depuis 2012, le président Martelly sait qu'il doit nommer un état-major. Il promet toujours de le faire et il ne le fait pas. Et il y a même un conseiller à l'intérieur parmi sa bande de pouilleux et de conseillers incompétents qu'il avait autour de lui pendant son mandat, qui lui dit « Oh, président, son nom est état-major politiquement le bon bouli. » Donc il a fait peur à Martelly. Martelly est frileux. Vous savez que certains dossiers sensibles et difficiles, il n'aime pas les traiter. Il préfère les laisser dormir. Donc voilà pourquoi l'armée ne s'est pas faite. Mais notre armée se fera de toute façon, à brève ou à longue échéance, parce qu'elle répond à un besoin. Quel est ce besoin? C'est de protéger l'État et ses institutions et de stabiliser l'État. Parce que si vous n'avez pas cette stabilité, et vous n'aurez pas l'investissement, vous n'aurez pas la création de richesse, vous ne sortirez pas de la pauvreté et du sous-développement. Le capital est timide. Dès qu'il y a des troubles, il se retire. Et on a besoin de créer de la richesse, de créer des emplois pour pouvoir améliorer la condition du peuple haïtien. Alors, comment, selon vous, Georges Michel, le prochain président de la République devrait aborder cette question, celle portant justement sur la réhabilitation des forces armées d'Haïti, peut-être à partir des travaux qui ont été effectués sur l'ancienne administration? L'armée n'a jamais été dissoute. Son personnel a été mis en congé sans salaire. Elle a été privée de ses biens et de son budget. C'est tout.
mais juridiquement l'armée existe encore et les militaires démobilisés ont un statut, ils font partie de la réserve de l'armée et ils sont tous en disponibilité. Le statut en disponibilité est là, ils peuvent sortir de la disponibilité à n'importe quand, à n'importe quel moment. Cependant, le pouvoir de M. Martelly n'a jamais pris les dispositions pour faire ce qu'il devait faire. Il y a un certain nombre d'étapes à suivre, il y a des préalables, on n'a rien fait. Mais on a fait quand même quelque chose. Il y a un corps de génie militaire qui a été organisé et qui représente un embryon d'armée. Il y a une coopération qui a été mise en route avec l'Équateur. On nous a formé des officiers ingénieurs, on nous a formé des soldats techniciens, des soldats ouvriers pour le génie, et je crois que nous avons en plus une dizaine de lieutenants d'infanterie. Donc on a déjà un petit noyau, on a déjà un embryon d'armée qui ne dit pas son nom, mais il fallait faire les choses administrativement. On a fait des choses en bricolant, encore une fois. Alors là, justement, le prochain président de la République, comment pourrait-il aborder cette question? Faire l'inventaire du personnel. Poser à ce personnel qui veut reprendre du service. Cette question qui veut reprendre du service. Et ensuite, les autorités, le ministère de la Défense, le gouvernement, le nouveau président répondra à cette deuxième question. Qui peut? Il faut avoir des critères physiques, des critères intellectuels, des critères de disponibilité et également ne pas avoir de dossier, ne pas être mené et mêlé dans des trafics louches, des activités répréhensibles ou des violations des droits de l'homme. Quand l'Allemagne a remonté son armée en 1955, il y a une commission parlementaire de 38 membres qui a passé en revue le personnel de la Wehrmacht et même certains officiers qui avaient servi l'empereur d'Allemagne pour reprendre du service dans la nouvelle Bundeswehr. Quand on a reproché au chancelier Adenauer son attitude, il a répondu à ces critiques. Si je ne fais pas ça, la nouvelle armée allemande aura des généraux de 18 ans. Donc il faut éviter que ça arrive. Donc on va avoir besoin de personnel d'encadrement, 150, 200, 300 personnes. On les réintègre et on les reclasse et on nomme un état-major. Et le reste se fait tout seul. Les unités vont se remobiliser. Il faut avoir au moins un bataillon d'infanterie. Donc les officiers sont là. On va recruter des enrôlés, des soldats. La marine haïtienne existe déjà. Elle est rattachée à la police nationale sous le nom de police maritime aux gardes-côtes. Donc il faut retourner cette marine haïtienne avec ses biens, son personnel et son budget qui existe déjà pour les mettre à la disposition des forces armées. Il faut remonter un corps d'aviation, si petit soit-il, parce que la nouvelle armée devra remplir le triple rôle de la MINUSTAH, faire de la dissuasion et protéger l'État et ses institutions, stabiliser la situation générale, aider la population en cas de désastre, surveiller les frontières. Ils ont du pain sur la planche. Et le Parlement, comment, selon vous, le prochain président de la République pourrait collaborer avec le Parlement justement pour atteindre cet objectif, Georges Michel? Le Parlement est d'accord, sinon le ministère de la Défense aurait été supprimé. Je salue au passage de courageux parlementaires qui sont convaincus de la nécessité de remobiliser notre armée et qui ont sauvé le ministère de la Défense. Ils existent, je ne citerai pas leur nom pour ne pas faire de jaloux, mais je leur envoie un gros coup de chapeau à ces parlementaires qui ont sauvé le ministère de la Défense. Le Parlement, en principe, n'a qu'un seul rôle à jouer. L'armée n'a pas été démobilisée, n'a pas été détruite, elle est en congé sans salaire. Le Parlement aura à voter un budget militaire. Le budget militaire doit être entre 1% et 3% du budget. Le Japon consacre 3% de son budget à l'armée. Et de ces 3%, il y a 1,5% qui sert pour payer les salaires et 1,5% qui sert pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement. Donc il y a des armées qui fonctionnent avec 1% au moins. L'armée du Nicaragua consomme 0,7% du budget du Nicaragua. Donc les appropriations de fonds
pour le budget militaire doivent être votés par les parlementaires. C'est le seul rôle que le Parlement aura à jouer. Il y a une commission de défense, de justice et de sécurité et au niveau des deux chambres qui va collaborer avec l'exécutif et surveiller surtout qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et le moment venu, le Sénat de la République devra confirmer le nouveau commandant-chef des forces armées. Voilà le rôle du Parlement. Mais l'exécutif, M. Martelly, aurait pu remonter l'armée demain matin s'il avait réellement, sincèrement voulu. Mais parfois, il vous dit quelque chose et pense le contraire. Il y a beaucoup d'insincérité dans ses propos. Surtout quand ceci présente une certaine difficulté, un effort intellectuel qu'il ne veut pas faire. Et il ne laisse même pas d'autres faire cet effort intellectuel pour lui. C'est lui qui fait tourner la boîte, c'est lui qui mène la danse. He runs the show alone. Est-ce que vous comprenez? Alors, Georges Michel, est-ce que du côté de la communauté internationale, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine volonté d'aider Haïti à reconstituer cette armée, Georges Michel? Il y a un dégel. La communauté internationale vous dit deux choses. Vous n'allez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Peut-être que le président Martelly avait dans sa tête de faire n'importe quoi, n'importe comment. De faire une force à son service. Je ne lui fais pas de procès d'intention, mais je me pose la question. Devant le fait qu'il ait traîné les pieds à mettre en œuvre le projet. La deuxième chose, c'est que la communauté internationale vous demande des garanties. De la même manière que les anciens ennemis de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon, quand ils ont remonté leurs armées respectives, ils ont donné des garanties aux puissances victorieuses de cette Seconde Guerre mondiale qu'ils n'envahiraient pas leurs voisins et qu'ils ne troubleraient pas la paix mondiale. De la même manière que nous autres Haïtiens, compte tenu de tout ce qui s'est passé, nous devons donner les garanties suivantes à la communauté nationale et internationale. Numéro 1, que la nouvelle armée ne s'occupera pas de politique. Numéro 2, que la nouvelle armée ne commettra pas d'abus sur la population civile. Numéro 3, que ses membres ne s'engageront pas dans des activités répréhensibles comme blanchiment d'argent, trafic de drogue, kidnapping, trafic d'armes, etc. Quatrièmement, que la force ne sera pas instrumentalisée par un pouvoir politique. Ces garanties doivent être données absolument, sinon on ne pourra pas aller plus loin. Il faut absolument donner cette garantie et ce sera bon parce que ainsi nous aurons une bonne armée, un bon produit fini. Nous devons placer les standards très hauts. Et il n'y a aucune raison de ne pas copier notre armée sur le modèle de l'OTAN, adhérer aux valeurs démocratiques de l'OTAN, appliquer les standards et les procédures de l'OTAN. C'est pas la peine de réinventer la roue et ceci rassurera beaucoup les pays de la région et les grandes puissances. Et les grandes puissances vous disent par exemple que la question de l'armée est une décision politique, une décision de souveraineté, que nous respectons votre décision. Mais cependant, attention, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Un général français a eu à me dire, lors d'une réunion de travail, écoutez, Haïtiens, faites rouler votre train d'abord seul. Et si le train roule dans la bonne direction, alors nous monterons à bord. Ils vous ont tout dit. Les Blancs n'ont aucun problème avec ça. Cependant, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et vous devez être conscient qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Vous devez être conscient qu'il ne faut pas mentir, dire une chose et faire son contraire. Et qu'il ne faut pas croire qu'on va tromper les partenaires internationaux. Alors, Georges Michel, alors, sur la question de l'armée, donc pour vous, c'est incontournable. De toute façon, l'armée sera rétablie en Haïti. Elle répond à un besoin. Si la MINUSTAH s'en va et que l'armée est prête, on peut espérer ne pas avoir une quatrième intervention. Mais si la MINUSTAH s'en va et que l'armée n'est pas prête, nous allons avoir inévitablement une quatrième intervention à brève échéance. En 1934, Berthold, qui était un Américain, un officiel civil de la première occupation,
Berthold a dit au général Vogel, dernier commandant américain de la garde d'Haïti, in 60 years we'll be back. Et ils sont retournés dans 60 ans. Entre la deuxième intervention de 94 et la troisième intervention de 2004, il s'est écoulé seulement 4 ans que les forces étrangères ont dû revenir 4 ans après le départ de leurs derniers soldats. Je ne pense pas que si l'armée haïtienne n'est pas prête, si la MINUSTAH s'en va, que ça va attendre 4 ans avant que la situation ici soit incontrôlable. Nous avons été envahis par les États-Unis d'Amérique 3 fois en moins d'un siècle. Je ne suis pas là pour juger de ces interventions, mais je vais vous dire que si ces interventions militaires étrangères ont eu lieu, c'est qu'aux yeux des intervenants, la situation interne haïtienne était tellement détériorée qu'il fallait lui donner une réponse militaire au moyen d'un outil militaire. Donc il faut l'avoir sur place. Et ça a tenu 60 ans parce que les Américains, après avoir détruit notre première armée, nous ont laissé une armée de leur conception qui a plus ou moins maintenu l'ordre pendant 60 ans. Et là, pour les secteurs qui réclament le départ assez rapide de la MINUSTAH, qui souhaitent que la MINUSTAH s'en aille. La MINUSTAH ne peut pas partir tant que l'armée n'est pas prête. Si la MINUSTAH s'en va demain, le pays saute après-demain. Si la MINUSTAH s'en va aujourd'hui, le pays saute demain. Donc, on ne peut pas demander, demander le départ de la MINUSTAH. Il faut être prêt. Vous n'êtes pas prêt. Monsieur Edian Abi avait dit dans son discours que la MINUSTAH ne pourra partir que quand il y aura des entités nationales capables de prendre la relève de la MINUSTAH dans toutes ses fonctions. Les dirigeants haïtiens doivent prendre leurs responsabilités. Nous avons affaire à des dirigeants irresponsables, d'une certaine manière. Et c'est par le refus de prendre leurs responsabilités, d'essayer de toujours faire les choses en coquin qui nous a amenés là. Donc la question de l'armée doit être abordée d'abord sur un angle technique. Et elle se fera de toute façon parce qu'elle répond à un besoin. Est-ce qu'elle va se faire tout de suite ou bien aurons-nous besoin d'une 4e occupation? Pour ça, je ne sais pas. Mais elle devra se faire de toute façon. Alors, merci beaucoup, Georges Michel, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, Rothschild. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. Donc, cette émission sera reprise à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.